Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grâce à nos amis d'Open Law, le droit ouvert et l'Ex-Base, nous avons le plaisir de retrouver de nouveaux drôles de juristes qui, nous l'espérons, vont vous inspirer par leur carrière, leurs choix, leurs convictions, leurs rencontres et surtout leur enthousiasme. Alors aujourd'hui, on a une fois de plus un drôle de juriste avec une carrière éclectique, à la fois avocat, à la fois juriste d'entreprise. Mais en fait, son premier rêve, je crois, c'était joueur de tennis. Bonjour Cyril Godet. Bonjour Stéphane. Alors, votre fonction chez Daily Trust, vous voyagez beaucoup parce que je vous vois sur les réseaux sociaux, un coup à Francfort, un coup en Espagne. Vous vous occupez des partenariats et du développement de Daily Trust ? Alors, je m'occupe de l'expertise juridique et des alliances, des partenariats, effectivement. J'anime l'équipe de Daily Trust sur les directions expertise juridique et partenariat qui est répartie actuellement dans 4 pays. France, Italie, Espagne et Canada. Alors, on va un peu dire quand même ce qu'est Daily Trust. Vous avez été notamment très visible lors de votre rapprochement avec Hyperlex, qui était une des très belles startups de l'automatisation des contrats et en tête sur l'intelligence artificielle, en tout cas au début, dans les premiers pas. Levée de fonds, en plus, une des plus importantes sur le marché. Alors, on va faire un petit peu de promo, même si ce qui nous intéresse, c'est Cyril. Oui, effectivement. Alors, Daily Trust, c'est une legal tech française qui a un peu plus de 20 ans et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Stéphane il y a quelques années et qui a pour vocation de digitaliser les directions juridiques, donc les aider, que ce soit aux parties contrat, corporate, contentieux, à digitaliser leur quotidien avec une solution de digitalisation qui est sécurisée et française. Et effectivement, c'est une entreprise qui au départ était française, qui est devenue européenne et maintenant internationale grâce à différentes levées de fonds successives. Et maintenant, on est présent dans 15 pays dans le monde au niveau des équipes et présent à travers nos clients dans plus de 80 pays dans le monde. Donc des solutions de gouvernance, des solutions d'automatisation des contrats, de gestion des bases de données, donc tout ce qu'il faut pour équiper des directions juridiques. Absolument. Alors, c'était pas vraiment votre rêve d'enfant, parce que si j'ai bien compris, Cyril, le lycéen, c'était le tennis et surtout le tennis, c'est pas vraiment le droit. C'est vrai, effectivement, je regardais Roland Garros avant de préparer mon bac. C'est ce qui m'a valu un bac, on va dire, avec une mention passable. Et qui m'a donc... mais je me suis dit, j'étais loin d'être niveau d'être prof de tennis, mais par contre, joueur de tennis. Mais je voulais être agent de joueur. Ça me faisait rêver, effectivement, de voyager à travers le monde et d'être l'agent qui est derrière un McEnroe, un Lendl ou un Becker. Bon, alors pour les plus jeunes, c'est plutôt Nadal et Federer, on va dire. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est que j'avais envie de partir aux États-Unis faire un MBA. Et puis, finalement, j'ai fait du droit. Alors, LLM plutôt que MBA, pourquoi pas avoir fait du droit en France et un MBA aux États-Unis ? Alors, au départ, j'ai passé, c'était en 1990, le TOEFL. Ouais. À l'époque, on le payait même en florin néerlandais pour passer effectivement le concours. Et on passait à la maison des examens à Arcueil. Et donc, je le passe durant mon année de terminale. J'ai des notes satisfaisantes, j'envoie ça dans les universités américaines. J'ai la chance d'être accepté sur le papier dans 3 universités américaines. Et puis, elle m'envoie la douloureuse en me disant... ça va être tant par an, soit 50 fois le montant d'une inscription en fac. Et parallèlement, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Il y avait un nouveau programme qui s'appelait le BDUG, droit anglais. Alors pour nos amis plus jeunes, c'est les L1, L2 actuellement. Hein. Et c'était ouvert sur concours. Vous passiez à un concours en anglais. Et puis si vous étiez pris, vous pouviez intégrer un double cursus droit français, droit anglo-saxon. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui à Nanterre, à Cergy. Et je l'ai fait à Nanterre, effectivement. D'accord. Et donc c'était en 1991. Et 2000 participants, on est 60 à être pris et je ne sais pas comment ça se fait. Je tombe dedans et je me dis super, j'ai envie de faire de l'anglais, je vais y aller. Et le droit, jusque-là, c'était vraiment pas mon souci. Et puis, il s'avère que je commence à faire du droit anglais le matin, droit français l'après-midi. Et très rapidement, j'ai commencé à prendre goût au droit. Parce que j'ai eu un prof qui m'a passionné, Alain Benaban, qui m'a enseigné effectivement le droit des obligations, le droit des contrats. Et tout de suite, ça m'a porté. C'est quelque chose qui m'a donné envie de faire du droit. J'ai commencé à avoir envie de devenir avocat. L'année d'après, j'ai eu en licence et en maîtrise monsieur Antoine Lioncan, qui était le maître en la matière en droit du travail. Pas mal. Le seul prof que je connaissais qui te faisait 2 heures de cours sans notes, en citant toutes les références effectivement de jurisprudence en droit du travail. Ça m'a passionné. Et puis, c'est comme ça que finalement, à partir au départ à vouloir faire du tennis, je me suis retrouvé à me dire, tiens, je vais devenir avocat. Alors, passage aux États-Unis quand même pour les études, ou il y avait toujours la question du pognon ?
Alors en fait, j'y allais tous les ans parce que parallèlement, j'étais prof de tennis et pendant mes études de droit, je travaillais tous les étés aux États-Unis. Puis comme j'ai eu la chance de bien parler anglais, je donnais des cours aux États-Unis, à Los Angeles et puis à San Francisco. Dans des endroits trop difficiles. Ouais, UCLA et Notre-Dame. Il n'y avait pas de Français à l'époque. Oui, mais par contre, moi, j'encadrais des Français, donc ils voulaient rester un peu entre eux. Et parallèlement, effectivement, donc le diplôme que j'ai fait, qui était donc le BIDOG, puis après ce qu'on appelait le DEJA, diplôme d'études juridiques appliquées en droit anglo-saxon pour ma part, se sanctionnait à la fin, normalement, par un LLM, à la fin, une 5e année, dans une université américaine. Et il s'avère que dès ma licence, j'ai eu envie de me lancer au niveau des cabinets d'avocats et j'ai commencé à faire un stage dans un cabinet en région parisienne. Ce qui à l'époque n'était pas courant en fait. Soit on travaillait pour payer ses études, mais les stages en L3... Ah oui, carrément pas. Non, c'était vraiment une volonté en fait de me dire je veux quelque chose de pratico-pratique. Donc j'étais à la Selle Saint-Cloud, j'allais sur la cour d'appel de Versailles et j'ai découvert pas mal de choses. Donc première année, on fait tout ce qu'on fait quand on est jeune stagiaire. Le saut de ruisseau. Voilà, on fait des photocopies, on apprend à faire un dossier de plaide, les cotes, les bordereaux, ainsi de suite. Intéressant. Et puis, je continue durant mon année de maîtrise, passionnant. Et puis, l'avocat de l'époque, maître Renaud Mauget, me dit Cyril, si vous le souhaitez, si vous avez votre CRFPA, je vous propose une collaboration. Et je lui dis mais c'est génial, maître, mais pourquoi? Il me dit Cyril, je souhaite faire jouer le pont entre les générations. Et ça, je l'ai gardé toute ma vie, depuis que j'ai 25 ans, c'est resté en moi. Il m'a fait cette proposition. Et donc, au moment du choix, quand j'ai fini ma 4e année de droit, soit je partais aux États-Unis, soit j'avais cette collab si j'avais mon concours. J'ai décidé de rester en France et pas partir aux États-Unis finalement. Et j'ai commencé donc à être stagiaire. Et puis j'ai enseigné très vite sur un cabinet un peu plus connu parisien chez un avocat qui a un peu défrayé la chronique, un ancien secrétaire du barreau de conférence, Yann Streff. Donc j'étais chez Yann Streff, boulevard Raspail, où j'ai appris à créer des sociétés pour des gens assez connus. En fait, mon boulot, c'était de faire Je travaillais avec la famille Vasarely, bien évidemment, avec la famille Morabito et avec Jean-Yves L'Empereur. Et il s'avère comme ça que d'une des premières sociétés que j'ai constituées, c'était pour le futur Ito Morabito, le fils de Pascal, qui est devenu un très grand designer. Et il était venu me voir à l'époque pour me demander de constituer sa première SARL. Donc je travaillais là-dedans, je trouvais ça très intéressant. On est en 1999. Et puis j'avance et se passe le bug de l'an 2000. Qu'est-ce qui se passe? En l'an 2000, faut se remettre, c'est un peu étonnant, mais à cette époque-là, les avocats, il y en avait trop sur la place parisienne. C'était un peu compliqué. Où il n'y avait pas les bons. Il n'y avait pas les bons. Et puis, le bug de l'an 2000, plein de petits problèmes informatiques, et puis des tempêtes. Et tout d'un coup, le groupe AXA lance un recrutement sur des juristes. Et moi, j'étais en train de préparer mon CRFPA. J'étais dans la fameuse prépa Cap Avocat à Paris. Et je me dis, tiens, je vais trouver un boulot pendant ce temps-là et je vais aller bosser chez AXA. Et j'ai commencé en direction juridique comme ça. Il s'est avéré, maintenant il y a prescription, qu'on a été interrogé hors programme, qu'on a fait une contestation devant le TA, parce que... Sur l'examen du CRFPA. Absolument. Et toutes les personnes qui avaient contesté se sont retrouvées blacklistées l'année d'après. D'accord. Voilà. Et donc, j'avais deux possibilités. Soit je continuais à ma carrière pour devenir avocat, soit je restais en direction juridique. Et je me suis dit, j'ai trouvé un poste qui commence à m'intéresser. Et je me suis lancé dans un autre secteur qui était la protection juridique. Donc j'ai commencé chez GMFPJ à Noisy-le-Grand, juste derrière, où je faisais la défense du consommateur. Et ce que j'aimais bien, c'est que... Donc protection juridique, avec votre carte bleue, avec des contrats tout seul, en fait, vous bénéficiez d'un service juridique d'accompagnement de premier niveau. Mais à cette époque-là, c'était uniquement sur les contrats d'assurance qu'on avait ça. D'accord. Et l'idée, c'était de régler des litiges qui pouvaient osciller de 1500 à... francs à l'époque à 100 000 francs. C'est-à-dire que vous apportiez du conseil et vous traitiez le litige jusqu'à le transmettre à un avocat correspondant. Et j'aimais bien parce que comme pour l'instant ça tardait au niveau avocat, j'avais envie de défendre tout de suite un peu les concitoyens et je trouvais ça passionnant. Et puis c'était intéressant, mais je m'étais éloigné de ma matière première qui était le droit des sociétés. Et comme ça s'était bien passé, on m'a dit, tu sais, au siège de la GMF, rue de Prony,
on veut recruter à la direction générale un juriste de société. Et donc, je postule là-bas et j'ai le poste. Et on me dit, vous allez vous occuper des sociétés, mais aussi des assos du groupe, parce que la GMF et Azur, à l'époque, ont beaucoup de monde là-dessus. Et en plus, à l'époque, le DG de l'époque, qui est devenu maintenant le grand patron, c'était Thierry Derez, et c'est toujours Thierry Derez, qui était lui-même secrétaire de conférence du barreau quand il était avocat, et qui avait été remarqué par le patron de la GMF, qui l'avait recruté. Et Thierry est devenu comme ça, effectivement, ensuite directeur général du groupe GMF. Et donc Thierry était mon mentor. J'avais Thierry régulièrement et je faisais avec lui des sociétés, des associations, ainsi de suite. Je trouvais ça intéressant. Et puis, on est en l'an 2001. On me dit, on a envie de se moderniser et on va prendre un outil pour digitaliser tout ça. Et un outil qui s'appelait à l'époque Cosmos, qui était chez l'éditeur Cartesis, rue de Berry. Et donc, moi j'étais un peu geek, et je regarde mes collègues, ils me regardent, c'est un truc d'assistante, je ne vais pas taper sur un ordinateur, hors de question. Moi je dis au contraire, j'adore. Je prends le truc, et ce que j'avais trouvé intéressant dans l'idée de prendre un logiciel, c'était de se dire, je vais pouvoir comme ça, en formant tout le monde, avoir un rôle un peu transverse au sein du groupe. Et je me suis retrouvé à être référent Cosmos. Je continue comme ça. Et puis, à un moment, dans une formation, 2-3 ans plus tard, je rencontre quelqu'un avec qui je sympathise, qui était responsable juridique dans une boîte qui s'appelait Elior. Ce monsieur, c'est Thierry Tonnier. Et à un moment, je veux partir de chez GMF, je passe un entretien et j'arrive en entretien chez Elior, face à Thierry Tonnier. Et Thierry me dit... Vous, j'ai envie de travailler avec vous parce que vous connaissez Cosmos et ça m'intéresse. Vous êtes un juriste et en plus vous vous intéressez à l'informatique. Oui, ce qui à l'époque était assez avant-gardiste. Absolument. Et donc, je pars chez Elior en 2005 et il me dit la première chose que je vais vous demander, c'est de choisir un nouveau logiciel parce que Cosmos a arrêté sa maintenance. Je fais un tour de table, ainsi de suite, et je tombe face à Equity Visual Scope. Donc Equity, c'est l'ancien nom de mon employeur actuel, d'Illitrust. Et donc, qui à l'époque, en fait, avait déjà ces produits innovants venant du Canada sur la gouvernance des conseils d'administration. Non, ça reviendra en 2010, puisque c'est après la création de l'iPad. Et en fait, à l'époque, on faisait du Visual Scope, c'est de la gestion des filiales des participations. Donc ça collait parfaitement à ce que je faisais en termes de boulot. C'était du droit des sociétés. Donc je choisis, après maintes et maintes sélections, Equity à l'époque, et puis je commence à travailler avec eux. On est en 2005. Et puis, je les avais tous les jours au téléphone, j'étais un peu embêtant au téléphone, ça marche pas, mon patron il veut autre chose, ainsi de suite. Donc j'étais juriste corporate, j'avais à peu près une centaine de sociétés à gérer au quotidien, plus j'étais administrateur de la solution. Et je fais ça pendant plusieurs années, et puis en 2010, je suis recruté par le groupe Etam, par Marc Legris à l'époque, pour devenir le responsable droit boursier de la société. Et donc, je pars effectivement chez Etam et je retrouve d'autres logiciels. Donc, je vais vous dire pour les petits copains, à l'époque, j'ai retrouvé du Legal Suite. Et donc, je travaille sur d'autres outils comme ça. On a tout essayé, en fait. Voilà, on a tout essayé. Et un an plus tard, j'ai Yves Garagnon, mon CEO actuel, mon patron, qui me passe un petit coup de fil en me disant « Monsieur Godet, vous étiez un client un peu acharné et nous, chez Equity à l'époque, on a envie de passer de côté du miroir, de comprendre ce dont ont besoin les juristes au quotidien. On aimerait vous proposer une place chez nous. » J'étais à l'époque juriste corporate, responsable droit boursier, dans une boîte cotée. Et on me dit, on vous propose ça. Et c'était un changement important dans ma vie. C'est presque comme avocat à direction juridique. Exactement. Je venais de rencontrer mon épouse, ma femme était enceinte quelques mois après, et je dis oui, pourquoi pas, bingo. Et là, c'est vraiment le changement total, parce que vous partez au départ avocat, juriste d'entreprise, juriste droit boursier, et là, vous tombez dans une start-up qui n'a plus rien à voir. Oui, parce qu'à l'époque, le marché n'existait pas. Ah non, mais j'arrive dans une boîte où on est 12 personnes. Ouais. 12 personnes, et ça change complètement. Et je me dis, ça me paraît super intéressant. Parce que j'avais ce côté un petit peu, je suis assez geek, et j'aimais bien un petit peu l'idée d'utiliser le digital pour faire du droit. Et aussi donc, un peu tête brûlée quand même, parce que vous quittiez un peu l'establishment, la société cotée, vous n'aviez pas que des amis après.
Oui, mais en fait, je trouvais que c'était le sens de l'histoire, parce que même déjà chez Etam, j'avais aussi fait toute la partie digitale, et chanter le vent tourner à ce niveau-là, je trouvais que c'était très intéressant, et j'avais envie de me lancer dans cette aventure-là. Et donc j'y vais. Et puis, ma femme m'a vachement soutenu sur le sujet, et je la remercie parce qu'elle a toujours été stable. Ça se fait à deux. Oui, ma femme, ça fait 30 ans qu'elle est chez Veolia. Ça, c'est clair, elle est beaucoup plus stable que moi. Enfin, maintenant, je le suis, mais à l'époque, elle l'était déjà beaucoup plus que moi. Et donc, grâce à elle, je commence ma nouvelle aventure. Je passe d'une boîte qui avait 70 000 salariés à une boîte qui en a 12, du jour au lendemain. Mais une boîte déjà très structurée dans la pensée. Déjà des gens qui avaient déjà des idées très claires de ce qu'ils voulaient faire, à savoir de progresser tranquillement, une gestion de bon père de famille, en étant sérieux, en étant fiable. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'est ce qui m'avait plu chez Yves Garagnon à l'époque. Déjà, c'est cette capacité à avoir une vision, mais ne pas se brûler les ailes. Ça, pour moi, c'était fondamental. Et donc, on commence l'aventure comme ça. J'arrive en tant que responsable du produit, puis je deviens patron du produit et du support. Et puis après 5 ans, on me propose d'être expert juridique en avant-vente, d'accompagner un peu les équipes. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, après des levées de fonds successives, la boîte a grandi, grossi, ainsi de suite. Et puis, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, maintenant, on a bien grandi. Je trouve que maintenant, il serait temps d'avoir une dimension beaucoup plus internationale au niveau de l'expertise juridique, d'avoir du monde dans chacun des pays. Et puis, c'était le vœu de nos investisseurs, Euraseo, Cathay et Sagard, de s'orienter sur une politique d'alliance et de partenariat. Et on m'a proposé effectivement de prendre ça en charge. Donc j'ai dit, bingo, allez, on continue, on s'éloigne encore un peu plus, faisons maintenant du partenariat. Et je fais ça depuis 2 ans maintenant, et je trouve ça passionnant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, j'ai toujours cette partie expertise juridique qui me permet d'avoir un rôle plus d'évangéliser, d'être dans des conférences, de pouvoir discuter, de pouvoir transmettre ma passion du droit et ma conviction que le digital va aider le droit à avancer. Et puis également parce que, encore une fois, croiser des planètes, on a eu beaucoup plus de moyens avec cette levée de fonds extraordinaire, la plus grande levée de fonds dans l'histoire des Legal Tech en Europe. 500 millions. Hein, non, 130. 130, ce qui est énorme déjà. Et grâce à ça, beaucoup de portes se sont ouvertes. C'est amusant de voir quand on est riche à quel point les gens sont charmants avec vous. Et donc, j'avais un peu plus de choix pour essayer d'avancer, de faire avancer mon nouveau département. Et puis surtout, il y avait une conviction, c'était qu'on était en plein changement de paradigme pour les directions juridiques. Alors tout le monde l'entend tout le temps, hein, cette histoire-là, mais il y a des faits très clairs. 2022, Olivier Chadutot rentre chez Price pour faire de l'ALSP. Arthur Sauzet rentre chez EY pour faire de l'ALSP. Les 2 Big Four décident de prendre des têtes de... ALSP, on précise pour ceux qui ne connaissent pas. Alternative Legal Service Provider, à savoir de l'externalisation des directions juridiques. C'est-à-dire que les Big Four, dont je ne vais pas... je ne vais pas expliquer ce qu'est un Big Four à notre ami Stéphane, avaient décidé maintenant de se lancer dans une activité, c'est sur l'externalisation des directions juridiques. Enfin, de continuer l'activité d'externalisation du chiffre sur le droit. Exactement. Et différentes d'avant. Donc, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont choisi des personnes qui étaient soit avaient de la visibilité, soit avaient en plus un beau portefeuille, avec Olivier et Arthur. Et donc, il y a eu un changement de façon de travailler. Et nous, à ce moment-là, on a commencé à grandir aussi. Et donc, s'est posé la question, quels peuvent être les partenaires pour nous accompagner ? On avait fait une petite analyse et on s'était rendu compte que si vous vous interrogez un financier, où qu'il soit dans le monde, vous lui dites qu'est-ce que c'est qu'un EBITDA, un PNL, ainsi de suite, tout le monde va savoir répondre de la même façon, la même définition. J'interroge dans 2 villes ou 3 villes différentes, en région parisienne, comment tu fais ton rapport annuel ? J'ai 3 réponses différentes. Il n'y a pas de normalisation du droit. On n'a pas de normes IFRS, on n'a pas tout ça. Alors, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un peu une certaine liberté d'expression, ainsi de suite, même si, bizarrement, on est beaucoup plus codifié que les financiers, finalement, en termes de législation. Mais on a du mal à se parler entre nous. C'était un petit peu le problème. Et donc, on s'est dit, il y a un moment clé où il faut accompagner ce changement de paradigme en ayant différents acteurs qui croient en ça. Donc, des acteurs qui vont faire du secrétariat juridique, qui vont faire de tenue de registre, qui vont faire de la signature électronique, des éditeurs comme nous, qui vont porter cette bonne parole pour dire on va essayer de créer un nouvel écosystème.
Et c'est ça qu'on a voulu lancer, et c'est ça qui a été très bien accueilli, c'est que les directions juridiques, quand on leur parle, elles ont besoin, effectivement, d'avoir une réponse un peu plus cohérente en disant, moi je veux du digital partout, je veux de la blockchain, je veux de la signature électronique. Non, pas tout de suite. On leur dit, écoutez, maintenant, on vous propose des outils qui peuvent s'interfacer les uns entre les autres. Et mon boulot, moi, et mes équipes, c'est d'identifier dans chacun des pays les acteurs qui ont la même envie que nous d'avancer et qui partagent cette même vision pour pouvoir créer comme ça un écosystème. Mais ça, c'est un petit peu dans l'ADN de la maison, parce que quand on s'est connus, donc vous le disiez, il y a 20 ans, on peut le dire maintenant, vous travailliez sur des questions de gouvernance, et moi, je vous avais rencontré avec un très beau produit à l'époque, en tout cas en univers canadien, qui permettait en gros de pister les membres du conseil d'administration et le travail qu'ils faisaient lorsqu'ils recevaient les documents préliminaires à la discussion du conseil d'administration sur un iPad. Et vous aviez déjà cette curiosité quand même, c'est un peu l'ADN de la maison? Oui, alors on essaye d'être une boîte innovante, mais il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation disruptive, à la ChatGPT, à la Uber. Ok, mais tout le monde n'est pas ChatGPT ou Uber. Oui, dans le droit, c'est pas tous les jours. Voilà. Et puis, il y a l'innovation incrémentale. Et bizarrement, on va quand même citer Apple. Apple va toujours attendre un petit peu avant de mettre en place quelque chose pour voir si ça marche. Chez Dilitrust, on essaye humblement, à notre hauteur, effectivement, d'avoir cette vision-là. Je vous donne un exemple très simple. L'intelligence artificielle, on a racheté Hyperlex l'année dernière. L'intelligence artificielle, c'est 2016-2017 en France. Hyperlex est arrivé, Séraphin, Leeway, ainsi de suite, pas mal de monde. Et pendant 3-4 ans, à chaque fois qu'on faisait des démos, on nous demandait « Mais Cyril, c'est pour quand l'IA chez Dilitrust ?» Pas pour le moment. On va attendre un petit peu, c'est pas encore très fiable. Alors pour ceux qui connaissent un peu le hype cycle de Gartner, Gartner explique que lorsqu'il y a une nouveauté technologique, au départ, elle a un peu une hype, elle devient connue, puis elle redescend, il y a l'effet soufflet qui redescend, puis elle remonte lorsqu'elle est à maturité. Blockchain et métaverse pour prendre des épisodes récents. Exactement. Et donc nous, notre vision, c'est d'attendre le niveau industrialisation. C'est de dire... Le plateau. Exactement, le plateau de maturité. Et donc on a fait ça sur l'IA. Là, on travaille actuellement sur l'IA générative, beaucoup plus rapidement qu'on ne pensait, mais l'IA générative, c'est exponentiel en termes de vitesse, donc il faut travailler dessus. On avance très bien là-dessus. Et donc, on essaie d'être innovant, mais on essaie d'être innovant aussi pour que ce soit prêt à l'emploi pour notre client. On ne le souhaite pas être un bêta-testeur. Ça, c'est très clair pour nous, parce qu'on veut fournir des choses fiables sur lesquelles ils peuvent compter. Il y a des entreprises, des startups qui sont beaucoup plus lancées dans ça, et typiquement qu'on fait du legal design, qu'on fait plein de choses, et je trouve ça super, il faut des gens comme ça. Nous, notre business model, ce qu'on a vendu à nos investisseurs, à nos actionnaires, c'est justement d'être capable d'avancer sur des bases solides, avec une véritable vision. Vous pensez que si on faisait rentrer un investisseur dans un cabinet d'avocats, ça améliorerait sa vision et sa gestion? Ça peut être le cas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé très étonnamment avec... c'était lors des LASA, lors des rencontres du Leaders League sur les alliances au mois de juillet. J'étais avec une personne italienne qui était chez Unicredit, qui était directrice juridique d'Unicredit, qui me disait... Et créatrice de start-up. Ils avaient la capacité de créer eux-mêmes un cabinet d'avocats au sein d'Unicredit. Je trouvais ça dingue. Ils ont dit oui, on peut financer la création d'un cabinet d'avocats. Quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en France aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question, cher Stéphane, je pense que ça peut motiver effectivement d'avoir un investisseur qui pousse derrière. Maintenant, le caractère déjà très entrepreneurial de l'avocat fait qu'il n'aura pas la même relation au salarié qui, lui, est dans une entreprise qui est contraint de façon différente. Je pense que l'avocat a besoin de pouvoir s'exprimer pleinement et ne sera peut-être pas très heureux d'être contraint par un investisseur qui lui demande tous les mois des résultats très très clairs, sans lui laisser un peu de marge de manœuvre. Oui, je comprends sur le côté, la question est un peu provoque, sur le lien de subordination qui est par le capital cette fois-ci. Ouais. Mais par contre, sur la rigueur de gestion, la rigueur de management, si on regarde en fait dans les différentes carrières, c'est ce qui est intéressant dans votre profil que vous avez pu suivre, cette maturité en termes de management, c'est un élément important pour vous, ce rapport au droit est important, mais derrière, il y a tout ce qui est à côté, que ce soit le digital, que ce soit les éléments de management, la manière d'animer les hommes, c'est plus riche ou... Pour moi, ce sont des convictions profondes. C'est-à-dire que, je l'ai dit en préambule, moi déjà, j'avais la notion de faire jouer le point entre les générations. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu une chance énorme.
Et je me suis toujours dit, quand je serai manager, je vais aider les plus jeunes à avancer. Et c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Ouais, parce qu'on s'est connus comme ça. Le rôle d'associé, c'est de faire des associés. Non, mais également, on s'est connus en proposant à votre Master 2 à l'époque de découvrir mon outil. C'est vrai. On était les premiers à faire ça. Ce qui était super. Et toujours permettre aux jeunes de connaître plus de choses sans croire qu'ils vont venir vous manger tout de suite. Au contraire, on est là pour construire l'avenir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt les aider, les accompagner et qui leur donner envie de faire la même chose ensuite. Il faut avoir ce cercle, pour moi, qui est vertueux, qui est capable de transmettre. Un autre point pour moi, qui est très important, c'est la fidélité. Alors, la fidélité, vous allez me dire, mais de quoi vous parlez ? Il y a un écosystème, il y a des gens que vous rencontrez, des gens que vous construisez dans votre carrière. Et un jour, on m'avait dit, ne te brouille pas avec cette personne parce que le monde est petit, tu risques de la recroiser. Alors, c'est pas que pour ça que je le fais comme ça, mais mon ressenti, c'est que je marche beaucoup, effectivement, aux belles rencontres. Et quand je rencontre des gens et qui me donnent envie de travailler avec eux, je le fais sur la durée. J'ai envie de m'impliquer. Alors, des fois, on se voit moins que prévu, mais je trouve que c'est important de créer ce réseau-là et d'envoyer des messages comme quoi il faut croire dans l'humain. Il faut avancer ensemble. Il faut entreprendre des choses ensemble. Pas besoin de se faire des coups bas. Alors, je ne suis pas non plus au pays des bisounours, hein, bien évidemment. Mais ce que je dis, c'est que c'est intéressant de se constituer un réseau, un écosystème de gens en qui vous avez confiance. Et moi, ça m'a permis typiquement de rebondir au fur et à mesure. J'ai pris les exemples, je ne l'ai pas raconté, mais l'histoire aussi, c'est que Yves Garagnon, je le rencontre en 2003, parce que la directrice conso de la GMF a un copain qui vient de racheter une boîte qui s'appelle Equity, et elle me dit, j'aimerais que tu viennes la voir. Et je vais dans un petit bureau à Courbevoie, et je rencontre Yves il y a 20 ans, et après, il me propose un job 10 ans après. C'est fou que ça. Et donc je pense que effectivement, si on est sincère, si on s'intéresse, si on essaie de transmettre des choses, c'est tout bénéfique. Alors, des rencontres, des mentors, des prises de risques, hein, quand même si vous avez votre point fixe, votre épouse, quand même des choix où vous quittez des positions installées pour rebattre les cartes. Oui, mais en fait, ça s'est fait très facilement. C'est-à-dire que, je vais pas vous mentir, hein, j'ai eu aussi des déconvenus. Déjà, mon droit, je l'ai pas fait 5 années directes. Hein. Moi, au départ, BDUG droit anglais, j'avais compris BDUG anglais cinéma. Donc, comme j'étais à la fac, et tennis aussi, mais comme j'étais à la fac à Nanterre, la première année, j'allais pas de cinéma à Nanterre, à Paris. J'allais en droit anglais le matin, et l'après-midi, on avait cours de droit français. Et l'après-midi, moi, je partais avec mes copains qui avaient eu au cours le matin à la Défense pour aller au cinéma. Et ma petite amie de l'époque, j'allais au l'UGC aux 4 temps, et ma petite amie de l'époque, elle allait en cours. Et moi, j'étais persuadé que j'allais récupérer ses cours et que je comprendrais tout. Je me suis fait... c'est comme ça que vous êtes brouillés, en fait. Non, on est restés longtemps ensemble et elle est devenue avocate. Mais je me suis rendu compte que juste avoir les cours, ça suffisait pas. Il faut aller écouter, il faut noter, il faut apprendre. C'est itératif, il y a besoin de travailler. Et donc, au départ, je n'avais pas compris ça. J'ai mis du temps. Quand vous loupez une année parce que vous vous êtes pris un 8 en stratif et que vous redoublez pour 2 points pour une matière et que l'année d'après, vous avez 5 heures de cours par semaine... Ça laisse le temps de travailler. Vous apprenez la vie. Et vous apprenez la vie. Donc ça, c'est la première chose. J'ai eu cette histoire aussi avec le truc qui n'arrive jamais. On passe le CRFPA et on est interrogé en droit européen sur du droit matériel. Et à Cap Avocat, ils nous disent, vous êtes interrogé hors programme, vous pouvez contester devant le TA. On signe une pétition, tous ceux qui ont signé se sont fait bananer. Ça, c'est quelque chose qui est dur aussi. Voilà, j'en ai eu comme ça des moments aussi difficiles. Mais en fait, après, j'ai quand même cru en ma bonne étoile. Mais je crois que c'est bien aussi d'apprendre de ces échecs. Et puis là, typiquement, en ce moment, je pense que je traverse une période extraordinaire pour ma vie en termes personnels et professionnels. Et il n'y a pas un jour où je n'y pense pas, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, ainsi de suite, en me disant j'ai beaucoup de chance. Et cette euphorie positive, tout ce qui m'envahit, moi j'ai envie de le transmettre en aidant les plus jeunes, en essayant d'apporter mon énergie à mon entreprise. J'ai la chance de contribuer, d'avoir eu des belles fonctions maintenant par Yves Garagnon de direction et d'essayer de tout faire pour que Dilitra soit la prochaine licorne française. Donc j'ai vraiment envie d'utiliser cette énergie positive. La vie n'est pas une vie de bisounours, mais par contre, quand elle est positive, il faut y aller à fond. Et si vous avez des moments difficiles, dites-vous que ça sera pour mieux rebondir ensuite. Vraiment, ça, c'est ma vision des choses. Alors, le temps passe trop vite, mais visiblement, vous avez envie de transmettre
des messages. Qu'est-ce que vous transmettriez à des jeunes générations qui veulent s'engager? Alors, je vais dire dans le droit activité économique très large, que ce soit avocat, directeur juridique, commissaire de justice, notaire, legal taker, enseignant aussi, qui est un très beau métier. Qu'est-ce que vous partageriez comme recommandation finalement? Alors, ma première recommandation, c'est d'être curieux. C'est-à-dire d'être capable de voyager, d'aller voir en dehors de son précaré. Il y a un bel exemple d'une personne que je vous ai fait rencontrer, qui a fait une belle émission avec vous. Regardez l'épisode avec Victoire Soli. Victoire a 25 ans. Et vous écoutez ce qu'elle a fait à 25 ans. C'est extraordinaire. Donc, pour moi, à mon avis, c'est être curieux. N'hésitez pas aussi à aller vers des doubles cursus. Ça peut être très intéressant. Que ce soit droit et éco, droit école de commerce, droit et langue comme moi j'ai pu faire. Il y a droit et sciences, et droit il faut regarder, droit et oui. mathématiques. Exactement. Maintenant, c'est vrai que c'est les combinaisons du droit, qui est une science sociale, transversale, incroyable, avec de l'histoire, c'est assez classique, de la philo, c'est classique, de l'économie, c'est hélas pas assez développé, mais maintenant, sciences et il y a des formations absolument. Paris-Saclay les ingénieurs, absolument. Et ça, c'est fondamental. Et puis, ouvrez votre esprit, parce que typiquement, il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés, comme les LegalOps notamment, et dans lesquels la curiosité est vraiment nécessaire. Je pense que c'est très... Alors on décrit un peu le métier de LegalOps, parce oui. que tout le monde en parle, mais quelquefois on a du mal à contourner. Il n'y a pas de formation qui existe. Il y en a deux pour l'instant. Il y a un DU à Montpellier, et puis il y en a un autre qui se met en place à Paris, mais c'est pas encore ça. Hein. Il y a du boulot encore à faire. Il y a quelques petites académies qui sont à droite et à gauche. Mais LegalOps, c'est un boulot hybride. LegalOps, très simplement, c'est être un peu le chef d'orchestre des process pour une direction juridique. C'est être un peu l'opérationnel d'une direction juridique, c'est-à-dire pas faire du droit, mais essayer de faire en sorte que, en termes d'outils, de process, on mette tout ça en place et d'essayer de comprendre, donc avoir de la curiosité, essayer de mettre en place des choses pour mettre en place des process, mettre en place des outils pour permettre au directeur juridique de pouvoir appliquer sa stratégie. Et donc c'est différent. On m'avait posé la question il y a pas longtemps si j'aimerais être LegalOps. Je me dis oui, pourquoi pas, ça peut être aussi un métier qui m'intéresserait. J'aime bien l'idée de cette transversalité, d'un petit peu touche à tout, d'un peu de curiosité. Alors, au départ, quand on est juriste, on est plutôt dans l'expertise. On a plutôt envie de défendre son expertise. Et j'écoutais il y a pas très longtemps l'une de vos interviews où l'une des invités disait justement que pour elle, c'était hyper important cette expertise. Et je crois que même si l'expertise est fondamentale, il en faut. On prenait le cas de Christophe Roquilly qui expliquait un petit peu à quel point c'était important. C'est bien aussi pour ceux qui ne se sentent pas prêts d'être juste experts, de se dire je peux être transversal, je peux aussi utiliser ma curiosité, ma capacité à m'adapter, mon agilité pour faire autre chose. Quand vous êtes juriste, vous n'êtes pas obligé forcément d'être uniquement un expert, uniquement un magistrat, uniquement faire du prix de transfert en taxes, ainsi de suite. Vous pouvez aussi être beaucoup plus transverse. Le droit aujourd'hui vous ouvre plein de choses. Ce qu'il faut, c'est être curieux, il faut travailler. De toute façon, ça par contre, vous y couperez pas. Hein. Quel que soit ce que vous choisissez, il faut bosser et il faut s'ouvrir aux choses. Quel beau programme. Alors, ce qu'on espère, c'est que il y aura une longue vie au drôle de juriste, qu'on vous retrouvera, mais surtout qu'on retrouvera votre héritier ou votre héritière, parce que c'est ça finalement votre rêve, c'est de laisser quelque chose derrière vous, enfin plus exactement quelqu'un qui vous incarne et que vous aurez inspiré. Oui, je me sens quand même pas à ce point hégémonique, et ma fille qui a 11 ans veut devenir autrice ou devenir réalisatrice au moment où on lui parle. Donc, oui, mais ça, c'est votre fille, elle admire son papa, donc c'est hors jeu. Donc, non, mais plus sincèrement, ce que j'aimerais, c'est avoir motivé, avoir transmis des choses à des plus jeunes pour qu'ils aient envie de faire ce genre de métier. Surtout, être franc dans ce qu'on transmet. Moi, j'ai toujours ce souvenir, la première fois que je suis arrivé en cabinet d'avocat parisien, on m'a dit, soyez clair, qu'on soit clair, monsieur Godet, vous ne savez rien. Et on sentait, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, jeune avocat, mais que les avocats, tout comme les médecins, il y avait ce besoin de dire, bon, maintenant, tu vas passer par un stade dans lequel tu vas en baver un petit peu. C'était il y a 25 ans, hein, bien sûr. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir transmettre un message très positif en leur disant, certes, vous allez bosser, mais en leur donnant tout de suite des clés, sans leur demander de faire Fort Boyard pour obtenir un petit peu les bonnes clés pour y arriver. Donc, je ne pense pas qu'en expliquant certaines recettes, je vais perdre moi du crédit ou je vais perdre ma place trop vite. Voilà. Je pense qu'au contraire, on va amener les gens à faire évoluer cette fonction de juriste
qui a vraiment changé, qui est en train de changer. C'est comme pour l'intelligence artificielle. N'en ayez pas peur, ça sera un allié, ça ne sera pas un challenger. Il faut être capable comme ça d'évoluer. Et puis finalement, le plus important, c'est ce que vous apprenez sur les bancs de la fac, c'est à réfléchir avec votre cerveau. Un juriste, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser des choses qu'on lui donne et de pouvoir transmettre une réponse. Et alors après, qu'elle soit sur un truc spécifique ou sur plein de domaines, libre à vous. Alors, drôle de juriste, je ne sais pas si c'est ce qui vous qualifie finalement, mais en tout cas, juriste passionné. Oui, absolument. Vraiment à fond. C'est vrai que j'aime toujours autant le tennis, mais que j'aime à fond le droit et que j'aime voir l'évolution effectivement qu'il a pris. Ouais, effectivement. Alors, on vous retrouve très vite sur le Roland-Garros du droit. On vous retrouve avec Yves Garagnon. On vous retrouve pour la prochaine levée de fonds avec Arthur et avec Olivier et peut-être d'autres alors. Absolument. Un grand merci pour votre temps, Merci pour votre Stéphane. enthousiasme et puis longue vie à Daily Trust. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.